suis le prisonnier d'une belle merde. Une petite crapule au premier abord dégueulasse, mais qui arrive à te manipuler. À faire de toi au départ son meilleur ami. Mais celle-ci est très mauvaise. Elle te trompe, et puis elle s'imprègne dans ton quotidien. Je suis aujourd'hui enfermé dans une cage. Je dois sans cesse trouver un peu d'argent pour payer celui qui me séquestre. Plus les jours passent, plus les prix augmentent. Et moi, comme un con, j'aime rester enfermé. C'est une sorte de plaisir, ça devient mon quotidien. J'en deviens même dépendant. Même si ça nique ma santé, je m'en fous. Maintenant, je suis dans ma cage. Bonjour à tous. Nous venons de voir un court-métrage poignant qui illustre l'emprise des addictions, et plus particulièrement du cannabis sur les jeunes, car cet après-midi, nous avons choisi de nous intéresser au chemin sur lequel cette drogue dite douce peut mener. Pour nos invités, c'est par là que tout a commencé. Bonjour à tous les trois. Merci d'être avec nous. Myriam, vous avez 18 ans, vous êtes lycéenne. Pourquoi êtes-vous venue partager votre histoire avec nous aujourd'hui ? Parce que je suis tombée dans l'addiction de la drogue, donc le cannabis. À quel âge êtes-vous tombée dans cette addiction ? Peut-être 14-15 ans. Voilà, très jeune, Ouais, donc. Super jeune. Ouais. Donc vous étiez quoi, en 4e ? Ouais. Vous vous êtes reconnue dans le court-métrage que nous venons de voir ? Oui. Vous qualifieriez cette addiction de cage aussi ? Oui, parce que du coup, on tombe dedans et puis en fait, on rentre dedans et on peut pas, on n'arrive pas à s'en sortir en fait. Est-ce que vous vous êtes arrêtée au cannabis ? Oui. J'ai commencé à, c'est monté crescendo en fait. J'ai commencé à fumer de plus en plus régulièrement en fait. Combien par jour ? Au début, c'était une fois dans la semaine. Après, je faisais ça tous les week-ends, donc en soirée. Après, c'était plus en journée. Dès que des gens m'en proposaient, je disais oui. Et puis après, c'était tous les jours. Je commençais à fumer le matin, le soir. Puis après, je fumais ça un peu comme des cigarettes, quoi. On va saluer Adam, à vos côtés. Bonjour. Bonjour. Vous aussi, j'imagine que vous vous êtes identifié au héros de ce film, dépendant au cannabis. Ouais, c'est ça, la cage. L'addiction. À quel âge vous avez commencé, vous ? J'ai commencé le cannabis, j'ai goûté à 13 ans, puis à 14 ans, j'ai commencé à fumer. Vous êtes arrêté au cannabis ? En tant qu'addiction, oui, mais j'ai goûté à beaucoup de drogues. Et l'alcool ? L'alcool aussi, à la fin, oui. Beaucoup. Vous en êtes où aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis sobre. Vous avez quel âge aujourd'hui ? J'ai 21 ans. Je me suis arrêté à 18 ans. Pourquoi vous avez eu envie de participer à notre émission ? Mais pour les jeunes qui peuvent éventuellement regarder, pour les parents surtout, qui peuvent être, qui savent pas comment faire et qui ont, voilà, pour montrer que c'est possible, même après, même quand on pense que tout est fini, il y a quand même en fait un espoir. Des parents qui parfois ne voient rien et ne sont au courant de rien. Votre père vous a accompagné aujourd'hui, il nous rejoindra sur notre plateau tout à l'heure. Et puis Teddy, bonjour Teddy. Bonjour. Teddy, vous êtes plus âgé que Myriam et Adam, vous avez 29 ans. Oui. Comment tout a commencé pour vous ? Moi, j'ai commencé, comme beaucoup de jeunes, à l'école au départ pour me montrer un petit peu, parce que ça fait bien quand on fume un joint. Et puis, À quel âge ? Vers 15-16 ans ? j'avais 15-16 ans, oui. Ouais. Et donc, au départ, c'était comme ça le soir, après les cours. J'étais à l'internat, donc c'était assez facile de se réunir entre jeunes. Et puis après, par la suite, quand je rentrais chez moi, j'avais envie de fumer et j'en avais pas. Donc j'ai commencé à acheter ma propre consommation. Alors oui, au départ, c'était un tous les 2 jours. Après, ça a été 1 tous les jours. Après, c'était 2 par jour, parce que le corps, il réclame. Le corps s'habitue au produit, donc il réclame de plus en plus. Donc pour avoir les effets qu'on a eus sur les premiers joints, il faut augmenter les doses. Donc petit à petit, on monte crescendo et j'ai fumé beaucoup à une certaine période de ma vie. Que fumer ou bu aussi ? J'ai beaucoup bu aussi. La boisson, ça a commencé plutôt quand j'étais en soirée. Alors j'avais tendance à beaucoup boire, mais en soirée seulement. Je sortais pas non plus forcément tous les week-ends, donc ça restait quand même occasionnel. Mais quand j'étais en soirée, je buvais énormément.
Et puis après, petit à petit, c'est pareil, on sort un peu plus parce qu'on a envie de boire un peu plus. Et puis après, on s'achète ses bouteilles et puis on boit chez soi. Voilà. Qu'est-ce qui a provoqué chez vous une prise de conscience et une envie d'arrêter? Eh ben, moi, ça a été un déclic suite à un accident de voiture, en fait. Provoqué par un état Ouais. second? Voilà, exactement. En fait, j'avais fumé... alors, ironie du sort, j'avais pas trop fumé ce jour-là. J'avais fumé qu'un seul joint le matin, à 10h. Et par contre, j'ai bu sur toute la journée. J'ai bu à peu près entre 2,5 litres et 3 litres de bière. Et puis le soir, je devais aller chercher ma copine au boulot, donc j'ai pris une bonne douche pour me laver un peu de ça. Et puis j'ai pris la voiture. Et puis bon, il faisait beau, alors voilà, on a un petit coup dans le nez, on est bien, il fait beau, on met la musique à fond, et puis on part en voiture. J'étais un peu en retard, donc j'ai appuyé un petit peu sur l'accélérateur, et puis à 140 km/h, j'ai raté un virage, et je suis parti en tonneau. Voilà. Et vous auriez pu y rester? J'aurais pu rester, j'aurais surtout pu tuer quelqu'un. Exactement. Et c'est un peu ce qui m'a fait peur. Et puis, oui. Vous disiez que vous n'aviez fumé qu'un joint le matin. Ça veut dire quoi? Vous pouviez en fumer jusqu'à combien le matin? Alors, ça dépend des périodes de ma vie, mais il y a eu des périodes où il me fallait absolument un bang avant de partir au boulot. Il me fallait mes joints quand j'étais au boulot. Il me fallait mes joints quand je sortais après le boulot. Donc, il y a une époque où je pouvais fumer jusqu'à 15 joints par jour. Ouais. Entre 10 et 15. Ouais. Eh bien, Laurent Carilla, psychiatre, spécialiste des addictions, est avec nous cet après-midi. On a du mal à parler de drogue douce quand même là, quand on entend ça. Hein. Pourquoi dit-on drogue douce quand on parle de cannabis? C'est un truc qui date des années 60-70, mais il n'y a pas de drogue douce, il n'y a pas de drogue dure en fait. C'est des drogues, toutes les drogues. Enfin, une drogue, c'est une substance qui va agir sur le cerveau, qui va entraîner des modifications. Et quand on va répéter les choses, ça va entraîner d'autres modifications jusqu'à l'addiction. Donc il n'y a pas de douce et dur. Je veux dire, il y a une nocivité du cannabis qui existe, et elle est d'autant plus importante qu'on est jeune en fait. Alors, ce qui est étonnant quand même dans le témoignage que vous avez été, c'est leur âge. Ils ont débuté très très jeunes. Ça vous étonne pas? Non, pas du tout. Le cannabis, c'est la première substance consommée. On est champion en France. Hein, mais champion. si jeune? Ah ouais, c'est jeune, et même beaucoup plus jeune. Hein. Moi, à quel âge on commence aujourd'hui? Dans les études épidémiologiques, en tout cas en Europe, on voit des débuts de consommation, des âges de début de consommation. Une première fois, hein, j'ai goûté une première fois vers 11-12 ans maintenant. Hein. J'étais même pas au courant que ça pouvait commencer aussitôt. À 11-12 ans? Et vous? Si. Vous avez essayé si moi, jeune? À 13 ans, moi j'ai goûté à 13 ans. Puis après. Donc 13 ans, ça correspond à l'entrée au collège? C'est ça, ouais. Alors avec nous aujourd'hui, dans le public, Marie-Pierre Samitier, qui est journaliste à la rédaction de France 2. Elle a enquêté sur les comportements des jeunes face à l'addiction. Bonjour Marie-Pierre. Vous avez interrogé 20 jeunes au cours d'une enquête en 2013. Quelle est la première chose que vous ayez appris sur leur comportement vis-à-vis de la drogue? La première chose, c'est qu'ils sont dans un environnement qui favorise en fait la consommation. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité pour eux d'acheter sans problème du cannabis. Donc autour du collège, devant l'école primaire, évidemment autour du lycée, et puis ensuite, évidemment, les vendeurs se rapprochent des habitations. Donc un produit et évidemment un environnement très favorable. Et il faut savoir que tous ces jeunes sont dans un monde très agressif. Ils ne s'en rendent pas compte. Tous me disent au cours de cette enquête qu'ils ont commencé pour être un peu comme les autres. Ce qu'a dit ce jeune homme, ils veulent être comme les autres, effectivement parce que c'est le moyen d'entrer dans une communauté, de pouvoir avoir une relation avec les autres, surtout à ce moment de l'adolescence où on est si souvent seul, on apprend la solitude et on apprend à devenir un adulte. Donc il y a une fragilité et ça s'appelle la carapace du homard. À l'intérieur, on est tout tendre. Et donc effectivement, autour, cet environnement, il est organisé. Les dealers sont des gens organisés. C'est toute une hiérarchie, tout un monde pyramidal, avec au sommet, évidemment, des professionnels qui gagnent énormément d'argent. On va revenir sur tout cela en détail. L'argent, vous nous direz aussi comment vous avez de l'argent pour vous acheter des joints si jeunes, à 14-15 ans. Pour nous faire une idée justement de ce qui se passe entre les jeunes, au sein des collèges ou des lycées, nous avons aussi invité une classe de lycéens. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Combien d'entre vous, là, dans cette classe, sauraient comment vous procurer du cannabis aujourd'hui? Ça ne veut pas dire que vous le faites, hein. Je ne vous demande pas de vous dénoncer, mais est-ce que c'est facile? Vous pouvez nous le dire, personne ne dira rien. Il faut le dire. Vous n'êtes pas filmé, personne ne vous regarde. Bon, ils sont discrets, donc on peut en déduire que c'est pas si difficile. Oui, voilà, Sophie. En fait, toute la difficulté, elle est là autour de cette loi du silence. C'est-à-dire qu'on deal, évidemment, de façon discrète, et chacun prend, parmi les dealers, sa quote-part pour pouvoir fumer à son tour, en tout cas consommer du cannabis à sa façon. Parce qu'il y a évidemment plusieurs façons, on vient de l'entendre. Et donc c'est tout un monde très organisé. Et l'État doit lutter contre ce monde organisé. Alors évidemment pour ces jeunes, cette loi du silence fait que c'est d'autant plus difficile pour nous de lutter, en tout cas pour l'État, de lutter contre cette organisation. Alors Luca est avec nous également, installé dans le public aujourd'hui. C'est vous qui avez réalisé le court-métrage que nous avons découvert un peu plus tôt. Vous avez 17 ans, vous êtes étudiant en terminale L, spécialité cinéma, et je crois que vous connaissez Myriam. Oui, bonjour à tous. Oui, avec Myriam, on se connaît du collège, on était amis, on avait quelques projets vidéo, on s'est connus comme ça. Et donc je l'ai connue aussi quand elle fumait. Parce que vous fumiez aussi? J'ai fumé aussi, oui. C'est pour ça que vous vous êtes intéressé à ce thème de l'addiction? Oui, je me suis intéressé à ce thème parce que dans mon entourage, il y avait des personnes dépendantes à l'alcool, au cannabis. J'ai rencontré aussi des gens addicts à la cocaïne. Vous avez commencé à fumer à quel âge? Moi, c'était en entrant au lycée, un peu pour faire le grand. J'ai commencé par la cigarette, la chicha, puis après j'ai touché au cannabis parce que les potes ils font ça, c'est cool, allez, on va en soirée, on fume ça. Et je me suis vite rendu compte que j'allais devenir addict. Ouais. Donc je me suis dit, bah stop, t'en as besoin, quand tu rentres tout seul chez toi, t'en as besoin. Je fais non, je vais arrêter. Ouais. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire un film. Juste la chicha, c'est de la drogue aussi? La chicha, on consomme, c'est de la nicotine en fait, c'est comme du tabac mais avec des systèmes de narguilé. Et les jeunes aiment beaucoup ça. Bon, maintenant c'est un peu réglementé, mais c'est un autre moyen. Donc ce qu'on voit quand même, c'est que ces jeunes cumulent des addictions. On est dans un phénomène de polyconsommation chez les jeunes et chez les plus vieux aussi, mais c'est vrai que les jeunes expérimentent, ils goûtent au moins une fois du tabac, de l'alcool, du cannabis, et même il y a le problème de la cocaïne à 17 ans maintenant, qui est arrivé en France. Donc on est dans un phénomène de polyconsommation. Donc il y en a qui s'arrêtent là, et il y en a qui vont continuer et qui basculent dans les phénomènes addictifs. L'alcool, beaucoup en peu de temps, ça revient aussi souvent en soirée. Alors ils ont l'impression qu'ils ne sont pas addicts parce qu'ils boivent en soirée, mais ça peut, c'est des doses de consommation incroyables. Ouais, ça c'est des trucs très ritualisés entre copains en fait, entre copains-copines. C'est ce qu'on appelle le binge drinking en anglais, ou les alcoolisations paroxystiques intermittentes, c'est-à-dire qu'on va boire beaucoup en un temps très court, 2 heures en gros, pour être ivre. En fait, la recherche, c'est la recherche de défonce à l'alcool. Ça vous est arrivé? Oui, c'est souvent quand même. Souvent. Alors je vous propose de regarder maintenant l'enquête de la rédaction sur les adolescents et la drogue. On regarde l'enquête, on en parle après. En France, 8% des 18-25 ans déclarent consommer régulièrement du cannabis. Nous nous sommes rendus devant une université parisienne pour recueillir leurs témoignages. Oui, j'ai essayé le cannabis et c'est vrai que ça m'a plutôt plu, mais ça a un effet euphorisant. Moi j'ai arrêté récemment, que je fumais trop et depuis que j'étais trop jeune, et 15 ans quoi. En soirée je consomme de l'alcool, je prends un verre de vin même comme ça pour un apéro, mais jamais de cannabis, et c'est pas pour autant que je suis accro à l'alcool. Je pense pas que ça puisse devenir une addiction. Je fume pas seul, j'ai pas besoin de fumer, c'est récréatif, c'est purement récréatif. Les personnes que je connais qui sont dépendantes, entre grosses guillemets, elles ont déjà des problèmes sociaux. Il y a une vraie problématique de mal-être. Et c'est aussi sur ça qu'il faudrait travailler, parce qu'en effet, on peut dire que la drogue, l'alcool, c'est mal, mais je pense que si les gens utilisent ça à outrance, c'est parce qu'il y a clairement des problèmes peut-être existentiels dans leur vie, et qu'il faudrait aussi régler ça. Problème existentiel ou effet de mode, la consommation du cannabis est un phénomène qui a traversé les âges. François Beck, sociologue, s'est intéressé à l'évolution du rapport des jeunes à cette drogue. Depuis la fin des années 90, l'usage de cannabis s'est développé en France de manière assez forte,
au point qu'on est le pays d'Europe qui a le plus de consommateurs de cannabis. Tous les milieux sociaux sont concernés. À la fin de l'adolescence, on a à peu près la moitié des jeunes qui ont essayé le cannabis. Et donc la majorité d'entre eux vont s'en tenir à cette expérimentation. Donc essayer une fois, ça leur convient pas, ils recommencent pas. Il y en a aussi qui rentrent dans une consommation régulière. Et parmi ceux-là, il y a ceux qui commencent à avoir des problèmes à cause de leur consommation de cannabis. Et les parents doivent aussi savoir comment réagir face à un jeune qui a apprécié ou pas. Et puis face à un jeune qui est en train de consommer à un point tel qu'il a du mal à suivre en cours. La société nous invite à appartenir à un groupe, c'est extrêmement important pour la génération actuelle. Et donc le choix de consommer ou pas du cannabis, il se fait avec des arbitrages entre que fait mon groupe d'amis, est-ce que moi j'ai envie de me distinguer ou au contraire d'être plutôt fondu dans ce style. Donc la pression qu'il y a sur les jeunes est très forte. Alors Myriam, Adam et Teddy, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que nous venons de voir et d'entendre? Moi, dans ce que les personnes ont dit, je suis pas totalement d'accord en fait. Avec quoi? Par rapport que la consommation, c'est un rapport avec les problèmes sociaux. Enfin, moi, je sais que quand je consommais ça, c'était pas parce que j'avais des problèmes sociaux. Enfin, j'étais plutôt heureuse, on va dire. Et puis, voilà, je pense que c'est plus par rapport à un effet de mode, et un appartenance à un groupe. Parce que, ouais, du coup, quand je fumais, en fait, j'étais dans un groupe avec des gens assez atypiques. Et du coup, c'était des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Ouais. Et du coup, à cette période-là, moi, je faisais ça pour plutôt me rebeller, montrer que j'étais avec un groupe qui était plus âgés que moi. Voilà, du coup, je fumais avec eux, je sortais avec eux. J'avais fait un peu n'importe quoi en fait à ce moment-là. Pour vous rebeller quoi, contre vos parents ou pour avoir l'impression d'exister, pour avoir l'impression d'être une grande Oui, voilà. Oui, parce que du coup, j'étais petite, mais vu que j'étais avec des gens qui étaient plus âgés que moi, je pensais que j'étais grande. Ouais. Et du coup, je pensais que je pouvais faire un peu ce que je voulais. Du coup, je faisais n'importe quoi. Je parlais mal à ma mère. Je voulais pas l'écouter. J'ai commencé à avoir les cheveux rouges, à m'habiller bizarrement. Voilà. J'écoutais même plus les professeurs non plus. J'allais plus en cours. C'est un moyen de passer de l'enfance à l'âge adulte aussi, de fumer du cannabis? Ouais. Non, c'est ça. D'appartenir dans ce genre de groupe. On sent bien une attraction pour des jeunes plus âgés. Non, la consommation, elle s'inscrit dans un phénomène global en fait. Il y a l'adolescent, les mutations personnelles qu'on a, et après, tout le monde ne devient pas addict comme ça. Il y a des facteurs de vulnérabilité qui sont globaux. C'est-à-dire il y a son développement personnel, sa puberté, sa maturation, le cerveau, les facteurs génétiques et l'environnement. Et le cannabis, il fait partie de l'environnement, en fait. C'est qu'un petit facteur dans tous les facteurs. Donc oui, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Est-ce que vous aviez conscience qu'une dépendance était en train de s'installer? Non, pas du tout. Puis au final, à chaque fois que je voyais des amis, on en fumait. Donc ça pouvait être toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Après, je faisais ça en soirée aussi. Et puis je me suis rendu compte que vous en aviez besoin? Non, c'était pas vraiment un besoin, c'était plus une envie en fait. Vu que j'aimais bien les effets, et j'en avais vraiment envie. Sauf que comme il disait, en fait, plus on fume et du coup on a besoin de plus fumer pour avoir les effets. Mais est-ce que ça, à un moment donné, ça vous a fait peur? Est-ce que vous vous êtes dit, oh là là, je suis en train de tomber dans la dépendance, j'en ai de plus en plus besoin? Il n'y a eu aucune lucidité par rapport à ça? Non du tout, je m'en suis pas rendu compte, mais vraiment pas. Pourtant, elle était très jeune. C'est pas une question d'âge, le phénomène addictif, c'est on consomme de manière répétée, peu importe, et on continue malgré la connaissance des conséquences négatives potentielles. C'est-à-dire qu'on se dit finalement, moi, je continue, je vais recommencer parce que ça m'a fait plaisir la première fois, mais là, cette fois-ci, j'ai pas assez d'effets, donc je vais augmenter un petit peu ma dose. Oui, mais au final, les conséquences négatives, en fait, j'en avais pas pris conscience avant, je savais vraiment pas ce qu'il pouvait y avoir derrière, et puis Est-ce que, par exemple, vous en aviez besoin pour dormir quand vous étiez chez vous? Parfois, oui. Au bout d'un moment, c'était presque tous les soirs, j'avais besoin de fumer un joint pour dormir. Donc, vous le fumiez dans votre chambre? Oui, ou dehors. Ça dépend. Et vos parents ne remarquaient rien? Non. Rien du tout? Non, du tout. Avec quel argent vous achetiez? C'était des amis qui m'en passaient souvent. Et puis sinon, je connaissais quelqu'un qui vendait. Et du coup, vu que je le connaissais, il m'en passait. Du coup, c'était gratuitement. Comme ça. Oui.
Et jamais, à aucun moment... J'ai déjà acheté quelques fois, mais c'était vraiment pas souvent. Je dépensais pas mon argent dans ça non plus. C'était plus dans le tabac, etc. Donc, Et vous achetiez tout ça avec votre argent de poche? Bah ouais. Et vous, Adam, qu'est-ce qui vous a donné envie de fumer votre premier joint à 13 ans? Moi, en fait, je regardais beaucoup de films, notamment des films où on voit des dealers qui ont de l'argent, qui ont tout ça, et ça me plaisait beaucoup. Il y avait aussi une image qui était véhiculée à travers la musique reggae qu'on écoutait au collège, tout ça, et donc je traînais aussi avec des personnes plus âgées que moi, et moi j'avais déjà dit oui, j'ai déjà goûté un joint, je l'avais jamais fait. Mais le jour où devant le collège, les mecs ils fumaient, j'étais là, et là du coup, j'ai tiré. Voilà. Donc là, vous aviez? J'avais 13 ans. Là. 13 ans. Comment ça s'est passé la première fois? Ça m'a détruit le cerveau. Au début, rien. Puis je rentre dans le collège. Il y a tout qui tourne. Et... Vous avez fumé un joint entier? Ah non, j'ai tiré 3 tafs. Ouais. Et c'était assez violent. Et donc, le CPE a dû me cramer. Enfin, je me souviens pas trop, en fait. Aujourd'hui, je me souviens pas trop. Et puis, ma mère, elle est venue me chercher. Je sais pas s'ils se sont rendus compte de ce qui s'était passé. Est-ce que j'étais juste malade? Voilà. Ils vous ont vu quand même dans un état... dans un état... bizarre. Ah, très très malade. On va demander à votre père s'il s'est rendu compte de quelque chose. Venez nous rejoindre. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Installez-vous. Alors déjà, qu'est-ce que vous pensez de la démarche d'Adam de venir témoigner aujourd'hui? Ah, je trouve que c'est tout à fait noble, généreux de sa part aussi, et ça demande, je pense, un grand courage, même pour ses camarades. Voilà, c'est pas simple, il y a du public, beaucoup de lumière, voilà, une grosse pression, puisqu'en plus c'est la télé. Et je pense, enfin j'espère en tout cas que ce message de foi, quand je dis foi, c'est au général, pour les parents aussi, qui pourront regarder, les enfants, bon, j'espère qu'ils sont à l'école à cette heure-là, mais ouais, c'est une belle démarche. Alors, Adam nous parlait de cette première fois où ces quelques tafs lui ont mis la tête à l'envers. Vous aviez remarqué quelque chose, vous aviez remarqué son comportement changer? Moi, j'ai pas remarqué vraiment tout de suite. Je n'étais plus avec sa maman à l'époque, donc d'ailleurs, je me souviens pas de cette histoire. Je me souviens d'autres histoires. Voilà. Mais au début, ça va doucement. C'est effectivement, on voit pas grand-chose. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille, à vous? Il s'est passé un phénomène, c'était au collège, c'est ça, à cette époque-là. Et donc Adam a eu un conseil de discipline. Et là, effectivement, j'apprends que Adam, enfin les professeurs en tout cas, se plaignent quand il arrive, il a les yeux extrêmement rouges, il a un comportement totalement différent. Et voilà. Et moi, encore une fois, comme je n'habitais pas sur place à ce moment-là, voilà. Mais petit à petit, ça s'est... Donc un comportement différent de celui qu'il avait avant. Avant, vous étiez plutôt bon élève, tranquille. Pas jusque-là, mais en tout cas... Pas jusque-là, comme si c'était un gros star d'être bon élève. Si, il était bon élève. Mais en tout cas, le fait de fumer, ça me rendait vraiment une larve, quoi. Je m'étais dans le fond de la classe, je dormais. Ouais. Et du coup, il dit, tiens, il dort beaucoup. Donc les profs l'ont remarqué. Les yeux rouges, j'imagine que c'est l'un des premiers signes. Oui, c'est un signe fréquent, les yeux rouges. Il y a aussi la bouche sèche, et il y a aussi l'envie de manger quand on a fumé des joints. Et puis l'envie de dormir, manifestement. Ah oui, il y a ce côté un peu qui apaise et le côté qui endort. Et c'est vrai que personne ne réagit pareil face à une drogue. Il y en a qui ne vont pas dormir tout de suite, il y en a qui ne vont pas défoncés tout de suite, et d'autres, oui. Comment vous avez réagi, Jocelyn, quand vous avez eu des doutes et compris que peut-être que votre fils fumait? Disons qu'on en parle, et effectivement, il le dit. Il le dit? Voilà, il le dit. Oui, donc, à l'époque, vous avouez que vous fumez combien de joints par jour? À l'époque, non, c'est une très... Petit à petit, à 13 ans, j'ai goûté, puis à 14 ans, c'était le week-end, et en semaine, quand je... Non, mais au moment où vos parents l'apprennent, est-ce que vous êtes déjà addict à ce moment-là? Non, je pouvais m'en passer encore. Donc vous leur dites, oui, je fume de temps en temps, ça m'arrive, et puis avec les copains. C'est ça. Je gère. Je gère, ça je l'ai dit, ça. Et alors vous dites quoi? Moi, je pense qu'il ne va pas du tout gérer. Et effectivement, c'est bien ce qui s'est passé. Tout de suite, vous vous êtes inquiété? Ah, on s'inquiète tout de suite, évidemment. Vous vous êtes fâché? Ou vous avez été... Je me suis fâché? Un petit peu.
Bon, un petit peu. Pas non plus, mais enfin, j'ai été puni, j'ai été... Vous étiez puni? Ah bah oui, j'étais puni. Est-ce que vous avez essayé d'être dans l'écoute, dans la compréhension, dans le dialogue? Oui, je pense qu'on a essayé d'être, voilà, de punir, d'écouter, d'être dans le dialogue. Et je pense que vraiment, on n'a pas trouvé d'aide extérieure, en fait. Donc on se retrouve seul. Mais comment ça se fait qu'il en n'y tant ait que pas parent. d'aide extérieure? Vous ne savez pas vers qui vous tournez? Non, alors les médecins, c'est carrément, tout de suite, ce sont les médicaments, ou alors ce sont les... Enfin, de ce que j'ai vécu. Non, mais aucun problème, vous inquiétez pas. Les psys. Ok, les psys, les psys, mais c'est une fois par semaine, et puis en fait, il n'y va pas. Puis ils ne comprennent pas, etc. La police, on évite, sinon, parce qu'ils n'ont pas le droit. Donc on se retrouve... Et les punitions, c'était quel genre? Ah bah pas de sortie. Mais je sortais quand même. Comment? Je sortais quand même. Donc j'étais repuni. Ah bon? Bah je défie... On n'était pas au courant, votre père, là. Dans leur dos. Non, mais quand on fume, on est très... on se débrouille, on est très très fort en fait pour pas mal de choses, pour esquiver les punitions, pour mentir, pour manipuler, bon pas tout le monde, mais on est fort et pour voilà, et un parent qui nous engueule, enfin on a juste envie de lui dire oui bah, c'est bon, on s'en fout, on se rend pas compte. Est-ce qu'il vous est arrivé de voler de l'argent? Oui. À vos parents? Oui. Vous le saviez pas, Jocelyn? Non, non. Ouais, alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on sent quand même une détresse de la part de ce père qui n'a pas trouvé de réponse, de soutien pour l'aider à sortir son fils de ça. Déjà, il y a du point de vue des parents, fouiller la chambre, faire des tests urinaires, parce qu'il y a cette mode-là aussi, les parents qui font des tests urinaires aux enfants, ça sert strictement à rien, ça sert à rien. Ah bon? Ah non, ça... Pourquoi ça sert à rien? Ça désolidarise le lien, la confiance et tout. Je veux dire, il y a encore plus de manipulation, ça sert strictement à rien. Ah bon? Là maintenant, il y a un système qui s'appelle les consultations jeunes consommateurs, il y en a partout en France. Donc c'est un système d'aide médicale, psychologique, qui est ciblé sur les consommateurs. Donc, et encore une fois, le consommateur, on ne prend pas que sa consommation, on prend tout le global. C'est-à-dire la famille, l'enfant, enfin l'ado, etc. Il y a un point qui est important. C'est bien ça? Ah ouais, les consultations jeunes consommateurs, c'est quelque chose de très bien organisé. Il y a les services d'addictologie aussi. Où on les trouve, ces consultations jeunes consommateurs? Sur Internet, vous tapez consultation jeunes consommateurs, vous allez avoir tout le listing et il y a un numéro en 0800. Il y en a partout en France? Il y en a partout. C'est très très développé. Et ce qui est bien avec les consultations... C'est récent quand même. C'est assez récent, ouais, c'est assez récent. Et il y a un truc qui est bien, c'est que même si un enfant, un ado ne veut pas aller en consulte, les parents peuvent aller en consulte jeunes consommateurs pour avoir des informations, une espèce de ligne directrice pour se faire aider. Alors c'est vrai, comme dit monsieur, il y a des médecins qui peut-être qui ne sont pas calés sur le problème, etc. Mais maintenant, c'est assez diversifié avec l'addictologie. Mais qu'est-ce que vous conseillez aux parents qui nous regardent et qui se disent moi j'ai fouillé la chambre, moi j'ai puni, moi j'ai fait faire des tests pour être bien sûr qu'on ne décèle rien dans les urines. Vous leur dites quoi? Moi je leur dis l'important c'est le dialogue entre le consommateur, leur enfant et eux, restaurer le dialogue et puis restaurer une espèce de règles, pas de règles rigides, mais de règles autour de comment on va l'aider à modifier sa consommation. On va se faire aider par un tiers, médicalisé, psychologue, pour justement changer son comportement. C'est ça l'idée. Est-ce qu'il faut surveiller? Surveiller son... Moi, je suis pas la politique du flicage, etc. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait suffisamment de confiance intrafamiliale. Et si elle n'est pas présente, mais c'est difficile, c'est facile à dire. Bah oui, parce que en l'occurrence, il déjoue tous les. Oui, bien sûr, on se déjoue. Les punitions. Tout à fait. Mais ça, c'est dans le fonctionnement, on va dire, du développement de l'ado, du jeune adulte, qui consomme un peu, qui a besoin de te trouver des choses, des échappatoires. L'idée, c'est restaurer le dialogue dans la famille, et puis aider la famille et aider l'enfant. Et il y a un système de soins pour ça. Alors en même temps, communiquer, très bien. Communiquer avec des gens à jeun, très bien. Mais des jeunes un peu en rébellion, qui sont sous l'effet du produit. C'est pour ça que je dis qu'il faut se faire aider par des tiers. Et qui ont un préjugé sur les parents. Enfin. Pardon? C'est un gros préjugé sur les parents. On les voit, on se dit, c'est des vieux, ils comprennent pas. Ouais, les vieux, ils comprennent rien. Vraiment, ça passe. Mais qu'est-ce qui vous a. On se dit, à l'époque. Qu'est-ce qui vous a quand même touché dans l'attitude de votre père, qui manifestement était sur le coup et a essayé de vous aider en cherchant la solution? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a touché, qui vous a alerté, qui vous a remis en question? Alors, ça n'a pas forcément. Je savais que si j'avais un problème, je pouvais aller voir mon père ou ma mère. Je savais que c'était là parce qu'il y avait
toujours, enfin voilà, je savais que Donc ça, c'est important déjà. Mais évidemment, quelque chose c'est de hyper grave important. pouvait aller là-bas. L'unité, c'est important. Même si elle est disloquée par moment, c'est hyper important. Je veux dire, quand il y a une unité familiale, même divorcée ou pas divorcée, mais il y a une unité, c'est un moyen d'aide. Alors, vous nous direz tout à l'heure ce que vous avez mis en place pour que d'autres parents puissent s'en inspirer. Teddy, vous avez mis le doigt, vous, dans l'engrenage un peu plus tard, à 16 ans. Plus tard, donc, Myriam et Adam. Pourquoi avez-vous commencé à fumer du cannabis? Moi, c'est un peu différent de leur histoire. Alors, le cannabis, au départ, j'ai fumé pour faire comme les autres. J'ai commencé aussi à fumer parce qu'il y avait un mal-être dans ma vie. Je voulais me montrer parce que j'étais un peu le bouc émissaire au collège. Ah ouais. Et je me suis vous dit, étiez voilà, timide, quand j'ai changé d'école, pas forcément timide, mais un peu plus... on s'acharnait sur moi, en gros. Et si vous voulez, quand j'ai changé d'école et que je suis passé au CFA, eh ben, c'était un nouveau monde, c'était de nouvelles personnes, on ne se connaissait pas. Donc le fait de m'imposer tout de suite et puis d'aller de montrer que je fumais, ça faisait le mec cool, on se moquait plus de moi en fait. Voilà. J'étais un mec cool, normal. Vous, est-ce que vous étiez lucide sur les conséquences que ça pouvait avoir et sur peut-être le fait qu'une addiction puisse s'installer? Vous y pensiez puisque vous étiez un peu plus âgé? Oui, j'y pensais, mais ça me faisait pas peur. J'étais bien dans ce que je faisais. Ça me plaisait de fumer. C'était mon petit échappatoire. Voilà. Alors, vous êtes venu vous aussi accompagné de votre père. Il est installé dans le public. Venez nous rejoindre. Aimé, les papas sont là aujourd'hui. C'est sympa. Bonjour. C'est vrai, les papas sont là. Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que ça veut dire que dans ce genre d'addiction, les pères prennent souvent les choses en main? Non, c'est les parents en règle générale. Souvent, on a aussi les mères. Enfin, non, il n'y a pas une... Ça et là, il y a une surreprésentation masculine. Sur le cannabis, c'est pas fumé que par les garçons. C'est vrai. Et j'imagine qu'au contraire, il y a de plus en plus de filles. Ouais, les filles rattrapent les garçons sur toutes les substances, en fait. Mais hélas. C'est plus tabou chez les filles. Comme l'alcool. C'est plus tabou chez les filles. C'est un peu comme l'alcool. C'est plus difficile. Ça dépend. Enfin, moi, c'est un peu biaisé dans le centre. Où on voit beaucoup de filles qui consomment un peu de tout, mais je veux dire, c'est un peu moins tabou qu'avant. Oui, bien sûr, heureusement. Alors, Aimé, merci d'être là. Quand est-ce que vous avez pris conscience que votre fils fumait du cannabis? On s'en a aperçu avec mon épouse un jour où il était donc en apprentissage et on s'est rendu donc dans l'appartement où il logeait à côté de son travail. Et quand on est arrivé, vous êtes allé comme ça, pour lui rendre visite, et on s'est aperçu là vraiment qu'il y avait un gros souci, quoi. Il avait, comme on disait, des yeux rouges, un comportement. Il était même carrément couché quand on est arrivé. Donc l'appartement était en désordre, tout. Enfin donc pas du tout une vie normale, quoi. C'est la première fois que vous le voyez dans cet état-là, les yeux rouges, oui, tout à fait. Endormi. Vraiment dans un état vraiment. Vous vous êtes dit quoi? Ça nous a fait peur déjà de le voir comme ça. Vous avez compris ce qui se passait? On s'en est fortement douté, quoi. Donc sa mère l'a réveillé un peu brutalement. Ouais. Je m'en souviens encore. Donc réveillé avec une paire de claques. Donc on n'est pas resté à l'heure très longtemps parce que. Donc elle vous arrivait avec une paire de claques, on peut dire qu'on engage un dialogue dans ces conditions. Oui, non, c'était pas. Je la comprends. Disons que ça nous a vraiment frappé. C'est le cas de le dire. Ça l'a choqué. C'est vrai que ça nous a beaucoup angoissé également. Donc vous êtes repartis assez vite et là j'imagine que vous avez discuté tous les deux. On a pensé à plein de choses, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça va se passer? Comment ça va se terminer? Comment ça va se poursuivre? On se pose plein de questions, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on va s'y prendre? Oui, voilà. On pense à plein de choses, mais... Vous en étiez où à ce moment-là, Teddy, dans votre consommation? Là, je fumais déjà pas mal. Pas au-dessus de mes moyens. En gros, tout mon argent passait dans mes consommations d'alcool, les sorties en boîte et les consommations de cannabis. Donc, tout votre argent, vous gagniez de l'argent à l'époque? Ouais, je travaillais à l'époque quand ils ont découvert que je fumais. J'étais en CAP de glacier, donc j'avais déjà un petit salaire. C'était pas énorme, mais c'était bien assez pour pouvoir me payer ma consommation.
Comment vous avez réagi au fait que vos parents le découvrent? Est-ce que ça a provoqué un déclic chez vous? Non, un mal-être au départ, parce qu'on est toujours mal quand on voit ses parents malheureux. Et puis en plus, ce jour-là, il y avait ma sœur, il y avait ma cousine. Je ne sais pas si tu te souviens, vous m'ameniez Meg. Et du coup, ouais, un mal-être, on n'est pas fiers. Vous avez essayé d'engager un dialogue avec eux? J'en ai parlé, mais je ne voulais pas arrêter, donc ça a été simple. Ah, d'accord. Je fume. Vous leur avez dit quoi? Je fume. Ok. Au final, c'est moi qui ai décidé de fumer. Si j'ai envie de fumer, je fume. À l'époque, j'étais bloqué, c'était comme ça. Voilà. 2 ans après cette discussion avec vos parents, vous êtes monté à Paris, vous êtes installé tout seul à Paris, donc à 300 km de chez eux, pour devenir pâtissier. C'est ça. Vous aviez 19 ans. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Est-ce que votre consommation de drogue s'est accrue? Quand je suis monté à Paris, ça avait un petit peu diminué. Juste avant de monter à Paris, ça avait un tout petit peu diminué parce que j'étais retourné chez mes parents, donc j'avais fini mon CAP. Donc chez mes parents, je ne me permettais pas non plus tout. Ils ont quand même une autorité sur moi. Et donc, j'avais un peu calmé le jeu, mais tout en continuant quand même. Et arrivé à Paris, ben, voilà, moi j'ai toujours rêvé. Paris, pour moi, c'était... J'arrive de ma ville de 5000 habitants. Paris, c'était le rêve. Il y avait tout sur place. C'était la fête tout le temps. Je venais à Paris pour faire la fête. Vous avez dû quand même redouter qu'ils partent seuls à Paris? Bah oui, quand on est parents, que notre gamin le connaissant monte tout seul à Paris, grosse angoisse, quoi. Vous aviez essayé de mettre des choses en place avant qu'il ne monte à Paris? On l'a bien mis en garde contre les dangers qui pouvaient éventuellement se présenter, mais comme il dit... Ça sert à quelque chose, les mises en garde? Non. À l'époque, pas grand-chose, on s'en est rendu compte, quoi. C'est horrible. J'étais vraiment tête brûlée et j'avais vraiment rien. C'était je fais ce que j'ai envie de faire. Il m'arrivera ce qui m'arrivera, mais. Vous consommiez combien à Paris? Alors là, beaucoup. Alcool tous les jours. Tout ce qui pouvait pas m'amener à l'état d'ivresse, tout en fumant par-dessus, donc la double addiction. Et oui, je fumais. Là, c'est l'époque où je fumais beaucoup, 10, 15. Mais vous parveniez à travailler? Oui. Alors, en étant à peu près performant. Des fois, j'avais un peu de mal. Et c'est pour ça que j'ai à l'époque essayé la cocaïne. C'était sortie de boulot, alcool, cannabis. Et puis avant de partir au boulot, un petit bang. Et puis dès que je commençais à fatiguer, un petit coup de cocaïne. Et puis après, c'est un engrenage sans fin. En plus, la cocaïne, pour moi, ça marchait avec l'alcool. C'est un avis personnel, hein. Je ne suis pas assez calé sur le sujet pour affirmer des choses, mais quand on prend de la cocaïne, on est surexcité, donc il faut faire redescendre tout ça quand on a un trop plein, et on boit un peu d'alcool pour faire redescendre, puis après, ça a trop redescendu, donc on reprend de la cocaïne. Mais ça vous coûtait une fortune? Ah oui, là, à l'époque, oui, je ne payais plus rien du tout. À l'époque, tout passait dans la drogue, dans l'alcool, et les loyers, si j'avais assez d'argent. Mais... Je donne un petit message prévention, tout ça, c'est extrêmement dangereux ce qu'il raconte. Hein. Mais c'est un schéma que vous reconnaissez, ça? C'est un schéma habituel, cocaïne plus alcool, l'un entraîne l'autre? Oui, c'est assez fréquent parce que ça fait dans le cerveau un métabolite qui s'appelle le cocaéthylène. C'est une petite molécule qui se marie, c'est la cocaïne et l'alcool qui se marient dans le cerveau. Et en fait, ça donne exactement ce qu'il décrit, ça donne des envies d'alcool et des envies de cocaïne. Et c'est un cercle vicieux, on a l'impression de ne pas être ivre alors qu'on est super ivre et il y a des risques pour la santé, par exemple pour le cœur, pour le cerveau, et des risques d'accident de la route qui sont multipliés par un facteur N, quoi. Et là, cette polyconsommation-là, c'est-à-dire qu'il se mettait en danger physique toutes les 60 minutes, en gros. Donc des risques pour soi et des risques pour les autres, ce que vous disiez tout à l'heure, en voiture. Voilà, il faut surtout penser à ça aussi. Comment vous avez réagi quand vous avez appris pour la cocaïne? Je l'ai appris par un membre de la famille, par une autre personne, et j'en ai parlé. Je l'ai appelé tout de suite et je lui ai dit, parce que la personne qui m'a prévenu s'inquiétait également. Est-ce qu'il l'avait vu dans quelles circonstances? Je m'étais fait voir, en fait. J'étais allé chez cette personne et j'étais avec un membre de ma famille de mon âge. J'ai discuté avec lui, puis je lui en parlais librement, et puis on était dans sa chambre, et puis le papa est rentré, et pouf, il est tombé dessus, donc voilà. Il s'est inquiété pour moi. Il m'en a parlé. Il a eu raison, d'ailleurs. Et la cocaïne dont vous en avez parlé à votre fils, et là, vous avez écouté? J'ai très bien réagi. C'est-à-dire? Pour le coup, sur ce coup-là, j'ai très bien réagi. C'est-à-dire? Il m'a appelé, il m'a dit, écoute,
Au niveau des drogues, tu en es où? Je dis, bah écoute, je fume toujours, comme d'hab. Et il me dit, t'es pas passé le niveau au-dessus, et j'ai même pas essayé de mentir. Je pense que j'en avais un peu marre. J'en avais pris pendant 1 an et demi, c'était trop, j'en avais un peu marre. Et je lui ai dit, écoute, ne t'inquiète pas, j'arrête demain. Et j'ai fini mon gramme de cocaïne et j'ai plus jamais racheté. C'est vrai? Ouais. Sans trop de souffrance? Non. Alors après, par la suite, j'ai appris que dans la cocaïne, les substances contenues par la cocaïne ne sont pas addictives. Non, c'est pas vrai. Alors je sais pas. Il y a toujours ce phénomène de promis demain j'arrête. Ça c'est le truc. D'ailleurs c'est le bouquin de Marie-Pierre et Damien Benyamina. Mais ce promis demain j'arrête, il existe chez tous les addicts. Et notamment avec la cocaïne, c'est assez le truc. C'est en descente, ils se disent promis demain j'arrête. Et dans la cocaïne, tout est toxique. C'est-à-dire qu'il y a la cocaïne en elle-même qui est très addictive et tous les produits de coupe avec. D'accord. Tous les produits de coupe, vous avez des médicaments anti-champignons. Enfin, il y a plein de trucs pour alourdir le produit. C'est du business en fait. Ils mettent des poudres en plus pour alourdir le truc. Et tout ça est très très toxique. Et la cocaïne, c'est sournois et extrêmement addictif. Alors c'est quand même une info ça, Laurent Carilla, que la coque est coupée avec plein de produits nocifs. Ouais. Ça, on ne sait pas. Donc vous disiez des champignons? Non, c'est pas des champignons, c'est des médicaments, c'est comme des antibiotiques mais anti-champignons. Et les gens la sniffent ou se l'injectent, ils s'injectent moins maintenant. Mais on va dire ils sniffent. La plupart des gens sniffent de la cocaïne. Donc ils sniffent du produit de la cocaïne et plein d'autres produits toxiques en fait. Ça peut être quoi comme produit en dehors? Déjà, ce produit, le levamisole en l'occurrence, qui est un anti-champignon, ça peut donner des accidents de peau, mais gravissimes, quoi. On a vu des trucs hallucinants. Par exemple? Ça donne des espèces de... C'est horrible, ça donne des images horribles, ça donne des brûlures cutanées spontanées, en fait, en gros, schématiquement. Ça calme ça quand même, hein? Donc il y a tous ces risques. Et en fait, maintenant, la coke qui est vendue en région parisienne ou en France, elle est très très coupée. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, elle n'est pas coupée partout de la même manière. Non, Voilà. c'est vraiment un vrai business. Et on voit maintenant... Citez-nous quand même ça, alors, donc des brûlures immédiates sur le visage, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Déjà, rien que la cocaïne en elle-même, vous la sniffez, vous sniffez une ligne, peu importe si vous êtes addict ou pas addict. Vous goûtez une ligne de coke, vous avez, dans les 60 minutes après la première prise, un risque multiplié par 24 de faire un accident cardiaque, de faire un infarctus, de faire une crise cardiaque. Ça, on le dit aux patients. Ils le savent, ils savent qu'ils sont à risque. Ils peuvent faire aussi des accidents vasculaires cérébraux. Ils peuvent avoir des accidents psychiatriques aussi. Ils peuvent faire un état délirant. Et on sait que la cocaïne, par exemple, en elle-même, c'est la première drogue après l'alcool qui induit le plus de suicides. Donc si on est un peu fragile, on risque de passer à l'acte. Alors qu'on se dit, ouais, la coke, c'est cool, ça nous rend euphorique, c'est la fiesta, on voit dans les films et tout. Mais c'est pas du tout le cas. La cocaïne, c'est une drogue extrêmement sournoise. Teddy, vous saviez tout ça? Non, pas tout. Non. Si vous l'aviez su? Ça m'aurait pas empêché de le faire, je pense. Mes parents m'ont répété 25 fois, ma sœur, mes amis, mes potes, des proches, même mes meilleurs amis que j'écoutais pourtant. Et j'avais décidé de fumer, donc je fume. Qu'est-ce que vous dites à ça, Laurent? Parce que c'est vrai que, franchement... Ouais, c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas envie d'arrêter, comment vous allez faire? Et qu'il y a la pression de la famille qui dit tu dois arrêter, ou bien il y a une idée reçue aussi qui est énorme, c'est comme le mot normal pour moi, c'est un truc, c'est de la science-fiction, c'est-à-dire tu n'as aucune volonté. Mais quand on voit le cerveau d'un addict, où le système justement de la volonté est complètement désolidarisé du reste, oui, il n'a aucune volonté. Je veux dire, les drogues ont modifié les structures du cerveau. C'est pour ça que moi, ce que je dis, c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas envie d'arrêter, il va avoir du mal à dire bon, j'arrêterai pas, je vais continuer, etc. Mais aller en consulte pour avoir des conseils, pour avoir des guides, il y a des techniques où on peut changer. Ça s'appelle les entretiens motivationnels en l'occurrence. On travaille sur la motivation à changer. Et on prend le plus bel exemple, c'est les fumeurs de tabac. À un moment, ils décident « ok, je m'arrête ». Mais quand ça vient d'eux. Et ces techniques-là, on les travaille avec les patients, en fait. Et ça peut être long. Adam, vous avez commencé à consommer des drogues dures dès l'âge de 16 ans. Oui. Alors, drogue dure, quel genre? Alors, je suis jamais tombé accro aux drogues dures, mais à 16 ans, je regardais beaucoup de vidéos de festivals, de teufs, de rave parties, et ça m'attirait beaucoup. Je savais qu'il y avait toutes sortes de drogues, donc cocaïne, héroïne, LSD, ecstasy, plus toutes les drogues qui sortent très très rapidement. Et donc voilà, à 16 ans, j'ai acheté mon premier gramme de coke pour goûter parce que j'avais vachement envie. Enfin, les films, tout ça. Et alors, ça a provoqué quoi? Là, j'ai découvert la redescente, qu'avec le shit, on ne connaît pas vraiment, mais la redescente de ces drogues MDMA, etc., là, c'est violent.
Donc j'ai eu la chance de ne pas tomber accro à ça. En même temps, ça coûtait cher. Donc, Alors, juste DMA, c'est quoi DMA? MDMA, c'est le principe. C'est de la poudre. C'est la poudre de comprimé qu'il y a aussi dans l'ecstasy. Ce sont des drogues psychostimulantes, c'est des dérivés d'amphétamine en fait. Et en fait, les gens, c'est des consommations plutôt en fête, en teuf, en partie, etc. Où c'est des drogues psychostimulantes, comme décrit Adam, c'est-à-dire qu'il y a un effet, on monte au plafond, on est à fond, et la descente, c'est l'inverse. Donc c'est comme si on fait des grosses dépressions, quoi. Et c'est horrible. C'est quoi la descente? Physiquement, on est super mal. Je me rappelle le lendemain, dans les bagnoles, on est mal. Il n'y a rien à... Alors il faut fumer et boire pour pouvoir calmer ça. Mais on est mal, c'est-à-dire décrivez-nous l'état. Qu'est-ce qu'on est? Physiquement, c'est comme si vous aviez... Grosse dépression. Ouais, c'est une dépression. Mais moi, c'était physique. J'ai mal, mais Mais mal comment? Fatigué? On ne sait pas ce que c'est. Non, ça nous fait mal physiquement. Les os font mal. Ah oui. On ne peut plus manger. Ouais. Parce que les mâchoires sont hyper crispées, on ne peut plus manger. Boire un truc, ça passe pas. Donc il faut juste attendre. Et voilà. Donc ça, c'est la redescente, c'était très très violent à 16 ans. Vous avez dû avoir peur. Consomment. Vous le saviez ça? Alors je l'ai découvert et en fait... Ça vous a fait peur de cet état-là le lendemain? Ouais, les premières fois et puis après on trouve des trucs. Donc ça fait peur mais c'est pas assez en tout cas pour, même si on connaît les risques, passer pour là, des fois on se souvient plus de ce qu'on a fait de la veille. On devrait se dire, ouais, non là j'étais trop loin, faut que j'arrête. Bah non, on arrête une semaine et puis on reprend. Et vous Myriam, est-ce que vous avez déjà essayé des drogues dures? Non, moi pas du tout. Enfin, j'ai jamais vraiment été attirée par ça. C'était plus parce que en fait, moi, j'ai arrêté de consommer du cannabis en fait à la suite d'un gros bad trip. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'était à une soirée et en fait, j'avais beaucoup bu, j'avais pas mangé et du coup, j'ai été chez des amis. On a commencé à fumer des joints, mais là c'était et en fait, je sentais plus du tout mon côté gauche et puis j'ai commencé à paniquer parce que je savais pas ce que c'était en fait. Et du coup, j'ai commencé à paniquer. J'ai demandé à mes amis d'appeler les pompiers parce que je pensais que j'étais en train de faire une crise cardiaque. J'avais le cœur qui palpitait, j'arrivais plus à respirer. Puis au bout d'un moment, ma vision elle a commencé à se brouiller. Du coup, je voyais plus rien. Dès que les gens ils me parlaient, en fait, j'entendais pas. J'entendais comme si j'étais en dessous l'eau d'une piscine, en fait. Je sais pas si vous voyez quand vous êtes dans l'eau d'une piscine et quand vous entendez les l'eau sons, d'une piscine. Ouais. C'était les mêmes sons. Et du coup, les gens m'ont emmené dehors et en fait, j'ai perdu connaissance. Et après, le lendemain, je me suis retrouvée dans un lit. En fait, mes amis m'avaient couchée parce que voilà. Ils n'avaient pas appelé les pompiers? Non, parce que du coup, mes amis, ils étaient au courant que je faisais un bad trip, mais pas moi. Ouais. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé, c'est que... Vous êtes resté longtemps dans cet état? Non, le lendemain, c'était terminé. Je me sentais juste fatiguée. Et puis, en fait, je réalisais pas encore ce qui était arrivé. Et en fait, le lendemain, je me suis posée avec des copines et puis j'ai refumé. Sauf que là, rebelote, je commençais à vraiment me sentir pas bien. Ouais, je me sentais à moitié comme une larve, en fait. Et puis, j'arrivais presque pas à respirer. Et puis, après, je me suis dit, faut que j'arrête. Donc là, vous avez pris conscience que c'était des bad trips, comme vous dites? Ouais, C'était dû à quoi, là? C'était la force de ces joints qu'elle a pris là, à ce moment-là, ou l'accumulation? Ça peut être multifactoriel. Le bad trip, c'est soit des crises d'angoisse, comme elle décrit ça, une crise d'angoisse assez sévère, soit des éléments délirants, il peut y avoir aussi des hallucinations, etc. C'est soit le produit qui est fortement dosé, soit c'est l'accumulation du produit, mais il faut prendre en compte aussi l'état de la personne, en fait. Ouais. Donc, elle était dans une période qui était un peu, à mon avis, un peu complexe. On l'a peut-être pas dit, ça, que ces produits amplifient l'état dans lequel on est? Ah oui, complètement. Mais Si on est toutes les drogues induisent des crises d'angoisse. Certaines drogues peuvent entraîner des états délirants aigus, même on va dire la majorité, tout ce qui a été dit aujourd'hui, cannabis, cocaïne, MDMA, ecstasy, etc., ça peut induire des états délirants au sens psychiatrique du terme. C'est-à-dire on peut se retrouver à l'hôpital psychiatrique avec des hallucinations, on est complètement à côté. Et il ne faut pas méconnaître aussi les risques physiques. Hein. Vraiment, en 1, c'est vraiment le risque cardiaque, et en 2, le risque cérébral, quel que soit l'âge, quels que soient les antécédents qu'on a. C'est vraiment important. C'est des messages, à mon avis, forts, et l'émission permet de faire un vrai truc de prévention, là. Est-ce que vous parlez de bouffées délirantes? Est-ce que ça peut engendrer un état
pérenne, délirant, hystérique? Est-ce qu'on peut se retrouver, par exemple, dans un service psychiatrique à vie après avoir surconsommé de la drogue? Non, pas un service psychiatrique à vie, mais c'est vrai que vous faites allusion probablement à la schizophrénie, qui est une maladie psychiatrique grave. Les drogues n'entraînent pas de schizophrénie. Les drogues, et notamment le cannabis, va réveiller la maladie dont on est porteur, en fait. C'est-à-dire qu'on est porteur de la maladie, le cannabis va accélérer soit l'arrivée de la maladie, soit la faire décompenser rapidement. C'est ça plutôt. Et c'est vrai que quand on est malade plus rapidement de la schizophrénie, il y a des traitements, et c'est vrai qu'on a un suivi un peu plus long et un peu plus lourd. En fait, dans le cas de la schizophrénie, c'est presque un accélérateur de diagnostic. Le cannabis révèle ou réveille la maladie, ça c'est clair, ça on le sait. Mais le cannabis en lui-même ne rend pas schizophrène. Alors Adam, un peu comme t'es dit, à 18 ans, vous avez trouvé un emploi de serveur loin de chez vous et vous êtes parti vous installer seul en Haute-Savoie. Ouais. Vous êtes dit quoi en partant? Alors je suis parti là-bas parce que je voulais partir de mon environnement, parce qu'à 18 ans c'était très difficile pour moi, je m'étais fait virer de mon apprentissage, parce que à cause des teufs qui duraient juste le samedi soir, il me fallait 2 jours pour récupérer, puis 3 jours. Donc je pouvais plus aller en cours, donc voilà, ça c'est tombé très très vite à l'eau. Et je me suis dit, il faut que je quitte mon environnement, parce que c'est à cause de mon environnement, si je me défonce, c'est parce que je sais où trouver le produit. D'accord, donc dans un but quand même de vous en sortir là, oui, à ce moment-là. Tout à fait. Je me suis dit, bon, je pars travailler, je mets de l'argent de côté, je passe le permis, ça va bien se passer. Et donc je suis parti là-bas, je me suis retrouvé dans un appart avec un colocataire. Et là-bas, en fait, ça sort beaucoup. Je ne me rendais pas compte, hein, vraiment, mais ça sort beaucoup en saison. Donc là-bas, il y avait de l'alcool tous les jours, tous les soirs, et les sorties en boîte. Et on n'est pas tout seul, et puis on est avec des personnes qui gèrent, entre guillemets, enfin voilà. Et moi, du coup, là-dedans, j'y suis allé assez fort. Donc j'avais pas mal d'argent, et voilà, très vite, j'ai retrouvé du shit, on a retrouvé d'autres produits très très vite. Après, voilà, donc je me suis rendu compte que c'était vraiment moi qui avais le... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a provoqué un déclic? Comment vous avez arrêté? Et ben donc après cette saison-là, je suis rentré chez ma mère, donc avec plus rien, et là je me suis renfermé. J'ai découvert les bières fortes, qui sont pas chères, qui sont légales, donc c'est très pratique. Et je me suis fait prescrire aussi des médicaments par mon médecin, donc je faisais mélange, voilà, comme ça quand j'étais en manque, j'avais toujours ça. Et puis je commençais à faire des actes de vandalisme, parce que complètement déchiré, je savais plus ce que je faisais. Et voilà, donc actes de vandalisme qui m'ont conduit à la justice. Et là, vous vous dites là, j'ai quoi? pris 2 ans de sursis. J'ai eu très 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 peur, parce que quand je me suis fait prendre, j'étais en pleine redescente. Garde à vue de plus de 24 heures, le tribunal tout de suite, la cellule. On m'a dit, tu vas aller en prison. Waouh. Et là, vous dites, je suis en train de gâcher ma vie. Et là, je me dis, surtout pas de la prison, déjà. Gâcher ma vie, c'était... Je voyais plus d'espoir, hein. Pour moi, c'était... Voilà, j'avais plus vraiment d'espoir. Mais juste éviter la prison, c'était ce que je voulais. Donc j'ai eu cette condamnation-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous n'aviez plus aucun espoir concernant votre avenir? Ouais. En tout cas, il n'y avait pas de lumière, quoi. Je voulais m'en sortir, mais je voyais là où j'étais, c'est-à-dire très 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 bas. Et le chemin qu'il fallait parcourir me faisait tellement peur que non, allez, je me redéfonce, parce qu'il ne faut surtout pas y penser. Et donc je m'aveuglais, et plus j'y allais, plus... La perspective de la prison, la justice, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, un truc un peu tout bête, je suis allé voir mon médecin traitant, qui me connaît depuis que je suis assez jeune, donc il connaît mon parcours, qui m'a dit, qui voyait là où j'étais, il me dit, écoute, à côté, là, il y a des moines qui accueillent des toxicomanes. Alors moi, j'ai dit, merde, des moines, il n'y a pas autre chose. Et il me dit, bah ça, franchement, c'est bien. Donc j'étais en sursis, je continuais de me défoncer, et donc je risquais voilà, de partir. Et en même temps, j'avais les moines, donc j'ai appelé les moines. Je les ai appelés, ils m'ont accueilli au bout de 2 mois. Alors au début, je flippais. C'est une association qui s'appelle donc Saint-Jean Espérance, donc tenue par des frères de Saint-Jean. Une association, un parcours qui dure en tout 3 ans. 1 an et demi dans une maison avec des frères, puis 1 an et demi dans une maison sans les frères, uniquement entre jeunes. C'est là où je suis actuellement. Une association où tous les matins, on se lève à 6h30. On a une vie de prière avec les frères. On a du travail quotidien. Donc là, on le voit, on a un grand potager. Enfin, en fait, voilà. Est-ce que ça suppose quand même qu'il faut avoir la foi? Ah non, moi, je suis arrivé là-bas, j'étais contre tout, anti-tout. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait... J'avais pas envie d'y aller pour ça.
Et puis, alors, comment ils vous ont cueilli, si j'ose dire? En fait, je suis parti au bout de 3 mois, parce que là-bas, on est libre de partir quand on veut. Hein. Ouais. Ils nous retiennent pas. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les 3 premiers mois? Vous arriviez à vous lever le matin, à aller dans le potager, à J'y faire des arrivais. prières? Alors, le travail, c'était difficile, le travail manuel, le moindre truc demandait un effort, voilà. La prière, ça me faisait péter un plomb. Ouais. C'était assez difficile. Mais je voyais des mecs qui étaient heureux. Je voyais des mecs qui avaient fait de la prison. Je voyais des mecs qui étaient 10 ans d'héroïne, qui étaient heureux. Je voyais des moines qui se marraient, qui rigolaient avec nous, qui étaient super en fait. Mais je voulais pas quand même l'accepter. Je voulais pas le montrer. Mais quand même, ça vous titillait, ça vous Ah bah intriguait. ouais, on arrive là-bas, on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Et l'état physique, vous étiez sevré à ce moment-là, vous deviez souffrir, vous deviez être en manque. Non, parce que je vous dis, j'ai jamais été accro aux drogues dures. J'étais accro, même l'alcool, je suis pas sûr d'avoir été vraiment addict, mais à la défonce, moi j'étais accro. On doit arriver normalement là-bas sevré. Moi, je me suis défoncé juste avant d'y aller. Mais justement, alors, comment vous l'avez vécu? Bah, les 2 premiers jours, c'était difficile. En même temps, le corps récupère très très vite. Hein. Le corps, il a une capacité, c'est incroyable en fait. Et l'esprit? L'esprit, ça prend du temps. Les souvenirs, les rêves. Les rêves de défonce, là, c'était chaud. Quand on se réveille le matin et ben voilà. Mais on apprend à gérer. Donc, au bout de 3 mois, vous êtes parti, vous vous êtes enfui? Bah, je me suis dit, je suis guéri. Ça fait 3 mois que j'ai pas consommé. Les frères me disent, bah là, si tu pars, tu risques de rechuter. Hein. Je dis, non, mais c'est bon, je me connais, il n'y a pas de problème. Le premier soir, je rentre chez ma mère elle va se coucher, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, j'appelle mon dealer et je reconsomme. Donc voilà, très très vite. Les 3 premiers mois, c'est la lune de miel, ça s'appelle une lune de miel. Quand on s'arrête de consommer, on est dans une lune de miel encadrée. Hein. Donc il était encadré, 3 mois, c'est génial, je vais m'en sortir, tout va bien. Et c'est les 3 mois, c'est critique en fait, et les moines ont raison. C'est-à-dire qu'il y a cette lune de miel, et là, en gros, on dit classiquement, il faut au moins attendre 12 mois sans conso pour être sûr, pas à 100%, mais d'être sur le bon chemin de l'abstinence en tout cas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé rapidement? Vous y êtes retourné? 3 mois. C'est-à-dire que j'ai pu travailler 2 semaines. Avec l'argent que j'ai eu, j'ai pu me défoncer quelques mois. Puis quand j'avais plus rien, j'ai dit allô. Allô qui? Bah, les frères. Parce qu'en partant, je savais bien quand même que. Aujourd'hui, je me rends compte. À l'époque, je me rendais pas forcément compte que j'avais découvert quelque chose de beau, mais que j'étais pas prêt à renoncer à mon passé, à renoncer à la fête, à renoncer à. Mais quelque chose de beau, quoi? Il y a un appel spirituel? Pas forcément. Alors, déjà, ça ouvre l'esprit, mais juste le plaisir de jouer à un jeu de société, un Mikado par exemple, et ben on voit des mecs qui se marrent à faire ça, et toi, t'es là et tu te dis, putain, j'aimerais bien faire ça, mais je peux pas. Moi, j'ai besoin de sensations très très fortes, et je peux pas rigoler avec juste un jeu de Mikado ou alors aller nourrir des brebis. Moi, je peux pas. Et pourtant, on aimerait bien. Enfin, moi, j'aurais bien aimé cette vie simple, mais je pouvais pas. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, j'y arrive. Vous adorez nourrir des brebis? Ah, c'est vrai? Bah, là, j'ai plus de brebis. Parce que vous en êtes où aujourd'hui? Donc, je suis dans une maison dite annexe. Donc, on est 3 jeunes actuellement. Donc, il n'y a plus de frères? Il n'y a plus de frères. Il y a des règles. Il y a frère Eric qui est là, qui passe 1 fois par mois. Alors, frère Eric, moi, ça m'interpelle. Est-ce que vous avez une formation en addictologie comme Laurent Carilla? Non, pas du tout. J'ai une formation en philosophie, ce qui peut pas mal nous aider. Et puis on s'appuie vraiment sur des professionnels qui sont avec nous et voilà, qui nous entourent, auprès de qui on peut vraiment prendre conseil. On fait intervenir des addictologues, des psychiatres, des psychologues. Et donc voilà, ça nous permet de travailler pour les jeunes. Alors quel est votre objectif, vous, aujourd'hui? Parce qu'on vous sent quand même appelé vers quelque chose, vers une sorte de mission peut-être. C'est peut-être pour ça que vous êtes là aujourd'hui? Je ne vais pas dire mission, non. Non. Donc moi, j'aimerais m'orienter dans le social. Voilà. Je ne sais pas encore si c'est avec des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées. Dans le social, c'est quand même une sorte de mission, non? Vous avez envie d'aider les autres? Ouais, aider, oui, peut-être aider les autres. Ouais. Est-ce que vous diriez que vous avez trouvé un sens à votre vie? Que là où vous perdiez dans les drogues, dans la défonce, aujourd'hui, finalement, ça vous fait plaisir d'aider les autres, d'être juste bien avec les autres? C'est ça, un espoir en fait, voilà. Un espoir pour la vie. J'ai plus une vision de mort, j'ai une vision de vie et de bonheur et je m'aime pas pour ça. Eh bien, Jocelyn, oui. Vous devez être fier de ce parcours. Ah, mais très fier. Hein? Voilà. Ah, vous voulez que je parle? Ben non. Ah non, mais je suis très fier, je suis ravi d'être là aujourd'hui
avec Adam et En plus, c'est un beau jeune homme, magnifique. Il y a une petite copine? ah non, bah, il n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Ah, fallait pas le dire, pardon. Pendant 2 ans, alors, il faut savoir, à Salon Espérance, on nous prend nos téléphones. Il n'y a pas de télévision. On n'a pas de contact avec la famille, sauf par écrit. Pendant 1 an, on est coupé de la famille. Au début, ça fait peur. Et je vous jure, en fait, c'est génial. Au début, c'est très très flippant, mais c'est génial. Laurent, là-dessus? C'est une structure de soins de suite qu'on appelle, c'est de la consolidation d'abstinence. C'est un programme de consolidation d'abstinence. Il y en a aux États-Unis. Il y a des programmes de ce type-là. Il faut prendre toutes les armes. Moi, j'aime bien dire, il faut prendre toutes les armes qu'on a à disposition. Il y a des armes qui font thérapeutiques, j'entends. Il y a des armes thérapeutiques qui fonctionnent chez certains, pas chez d'autres. Chez Adam, voilà, il a croqué dans la pomme différemment, quoi. Mais on n'est pas coupé, hein, on s'écrit. Pas mal. Elle est bien, celle-là. Ah non, là, je viens vous serrer la main, je trouve ça pas mal, quand même. Bravo, je vous embrasse, bravo. Alors, Teddy, donc vous nous parliez tout à l'heure d'un grave accident qui a peut-être été le déclic et qui vous a fait prendre conscience. Oui, ça a sorti. Alors j'ai eu beaucoup de chance, je suis sorti tout de suite de la voiture tout seul. Vous n'avez pas provoqué la mort de quelqu'un? Voilà, j'ai les pompiers qui sont venus, qui m'ont dit que j'ai été miraculé. et que voilà. Et donc j'ai été emmené à l'hôpital. Alors là, ça commence à cogiter parce que y a les gendarmes qui viennent et qui vont souffler dans le ballon. Et là, je dis, oups, il va y avoir un problème. Donc positif. Donc ils nous suivent à l'hôpital. Et moi, je savais très bien que je consommais aussi du cannabis. Donc je me suis dit, ça va pas le faire. Donc prise de sang à l'hôpital. Et puis alors, quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai pas pris conscience tout de suite de la gravité de la chose. J'étais déjà en train d'embêter les infirmières pour aller fumer une clope, parce que j'étais bien. Donc, et puis là, j'ai un membre de ma famille qui m'a mis un stop direct et qui m'a dit tu es vraiment égoïste. On est là, alors j'avais ma petite copine et cet autre membre de ma famille et qui m'ont dit t'es vraiment égoïste, nous on est là, on se fait du souci les 23h du soir, voilà. Et en plus avec les larmes aux yeux. Donc je me suis vraiment dit ouais c'est vrai. T'as 28 ans, ta famille, voilà, tu fais du mal à ta famille, donc ça a commencé à me calmer. Et puis petit à petit après, oui, on réfléchit. Et si j'avais tué quelqu'un Donc qu'est-ce que vous avez fait pour vous en sortir? Alors j'ai cogité toute la nuit et puis le lendemain matin, je suis descendu dans les couloirs de l'hôpital et j'ai trouvé une plaquette d'une association qui s'appelle Dépendance 21 et qu'on m'avait déjà parlé, qu'un membre de ma famille m'avait parlé. Et puis j'ai dit, tiens, puisqu'on m'en a parlé, puis apparemment c'est bien, il y a des résultats. Et voilà, donc j'ai appelé et j'ai eu un rendez-vous avec le président qui m'a pris à part. On a discuté de plein de choses. Alors, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que voilà, il n'y avait pas de jugement, il n'y a pas de... c'est pas, je suis venu de mon plein gré, il n'était pas là pour me dire arrête de fumer tout de suite, voilà. Donc comment vous en êtes sorti? Il y a eu une... il vous a proposé quoi comme... Alors il m'a donné tout le panel de ce qui pouvait exister, des sevrages en clinique, des cures, qu'il pouvait y avoir des post-cures si j'avais besoin de plus de temps, voilà, qu'il y avait le sevrage médicamenteux. Qu'est-ce que vous avez choisi? Aucun. Ah bon? Je suis allé voir mon médecin. Parce que je lui ai dit, je me sens bien. Je pense que le choc de l'accident, ça a suffi à me mettre un gros frein. Et après, si ça revient, parce que voilà, l'accident, ça dure 3 mois, 4 mois, ça nous fait peur. Puis après... Justement, ça devait être fragile. On l'a bien vu avec Adam. C'est très fragile. Et j'ai voulu être fort. Et bon, il y a eu des moments un peu difficiles. Donc j'ai quand même été voir le médecin. J'ai eu un médicament, il m'a prescrit un médicament qui me permettait de calmer mes anxiétés quand j'étais pas bien. Et ça a suffi à pallier à mon manque. C'était souvent le soir, parce qu'on a l'habitude de fumer le soir en général pour s'endormir. Donc vous en êtes sorti comme ça? Voilà, je m'en suis sorti comme ça. Aujourd'hui, plus rien? Plus rien. Alors c'est pas facile tous les jours, bien sûr. Mais, depuis combien de temps? Plus rien? Plus rien. Cannabis depuis l'accident. Alcool, c'est un parcours. Voilà, pendant 1 an, j'ai pas rebu. Après, j'ai eu. Moi,
je me fixais beaucoup d'interdits en fait. Et je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que je me fixe tous ces interdits-là. Parce que si je rechutais très violemment. Ouais. Donc je me suis dit que je ne m'interdisais plus rien, bon, sauf la drogue, parce que la drogue, je suis vraiment intransigeant là-dessus. Mais que l'alcool, que si je reprenais un verre, il ne fallait pas que je le prenne mal, il ne fallait pas que je me juge, il fallait que, pourquoi pas, voir avec l'association, en parler. Et j'en parle très bien avec le président de l'association. Quand je rebois un verre, j'en parle très tranquillement avec lui, il ne me juge pas, il ne me dit rien du tout. C'est une bonne le gros du truc, tactique. Son exemple, quand il dit... et c'est très personnel. Ouais, c'est personnel. Que, voilà. Le gros du truc, quand même, c'est on va vers des sevrages, c'est-à-dire des désintoxications en substances. Et après, on travaille sur l'abstinence et le maintien de l'abstinence. C'est le gros du... Voilà. C'est la chose commune dans les addictions. Et c'est vrai que, les consommations d'alcool, chez certaines personnes, elles peuvent être délétères quand ils ont arrêté de consommer les autres substances. Il arrive à contrôler sa consommation, qui est très minime, il en parle, etc. Voilà. C'est encore une fois, c'est un exemple personnel. Surtout que je suis entouré, je ne suis pas tout seul, je sais qui appeler si ça ne va pas, je sais, voilà. Merci en tout cas d'être venu. Je salue une fois de plus votre courage. Et j'espère que le message que vous êtes venu faire passer aujourd'hui sera entendu. Laurent, c'est vous que nos téléspectateurs pourront retrouver après notre émission. Ils pourront vous poser toutes leurs questions en se connectant sur le site de France 2. Merci à vous tous pour votre courage et votre sincérité. On va se retrouver dans quelques instants dans l'Histoire continue. Sachez que comme chaque week-end, vous pouvez aussi nous retrouver dans votre version féminin. Pour l'heure, nouveau numéro de l'Histoire continue où nous retrouverons le comédien Frédéric Deban, ancien acteur de Sous le soleil. Son témoignage poignant nous avait marqué. Nous reviendrons sur son parcours avec l'une de ses partenaires à l'écran, Marie-Christine Adam. A tout de suite. Merci. Juste après l'émission, vous avez rendez-vous pour un chat en direct avec le docteur Laurent Carilla. Il n'y a pas de drogue douce, il n'y a pas de drogue dure en fait. Il y a une nocivité du cannabis qui existe et elle est d'autant plus importante qu'on est jeune. Drogue, dépendance, notre psychiatre spécialiste des addictions répondra à toutes vos questions. Alors connectez-vous dès 15h30 sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Dans quelques minutes, le comédien Frédéric Deban nous fera une confidence étonnante. Je suis allé me coucher la veille, le lendemain je me suis levé, je n'entendais plus. J'entendais absolument plus rien. Comment l'ancien comédien de Sous le soleil traverse-t-il cette période difficile? Il a fallu que j'apprenne à vivre avec parce que les sons ne sont pas du tout les mêmes. Quand on mettait un 33 tours sur 78 tours, ça faisait une espèce de... Bon ben, les sons pour moi à l'heure actuelle, c'est ça. Aux côtés de Marie-Christine Adam, Frédéric Deban se confiera à cœur ouvert dans l'Histoire continue. Bientôt, au sommaire de Toute une histoire, Nicolas et Alexiane ont choisi notre plateau pour annoncer une grande nouvelle à leur famille. Vous êtes enceinte pour la première fois? Oui, c'est ça, pour la première fois. À part les médecins, il n'y a personne qui est au courant, donc c'est vrai que... on s'est dit, quitte à ce que ce soit une surprise, autant que ce soit une vraie grosse surprise. Mais aussi pour trouver des conseils, car ils se demandent ce qui les attend. À quel point je vais être malade? Est-ce que je vais être très fatiguée? Est-ce que pour mes courses, ça va me gêner ou pas? D'un coup, il y a toutes les responsabilités que ça représente et un changement de vie radical. Et en fait, ce moment-là, il peut être terrifiant. Nous avons donc choisi de leur présenter 3 jeunes femmes et 2 jeunes hommes qui vont tout faire pour les rassurer. Le même échographe qui dit « Oh là là, quoi Oh là là !» Il a des grands pieds. Pas d'autre explication, quoi. Donc on se dit, mais est-ce qu'il va pouvoir sortir avec ses grands pieds? Est-ce que ça va pas bloquer? On va faire sortir le bébé! On va faire sortir le bébé! C'est pas lui qui va décider! C'est pas lui qui va décider! C'est à vous, monsieur. Voilà. C'est votre fille. Il vous le donne et vous êtes dans votre bulle. C'est un peu irréel, en fait. On le reprend, vous observez de loin. J'ai encore plein d'émotions quand j'en parle, mais c'est incroyable, quoi. On peut pas oublier ces secondes-là, quoi. On sort de la maternité et ça y est, à toi de jouer, quoi. Donc c'est un havre de paix, de bonheur. C'est le plus beau moment de ma vie.